Bonjour à toutes et toutes, ravi de vous accueillir dans ce format un peu particulier en ligne, ce soi-disant du monde d'après, on va dire, autour des enjeux liés à l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que dans le cadre d'Exploria, qui a été réfléchi par le collectif Impactia, dont Orange est membre fondateur, tout ça est parti de l'idée que les personnes ont un vrai besoin d'acculturation à l'intelligence artificielle. Et la première semaine a été très basée sur les questions d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Avec des démonstrations, il y a eu plus de 25 événements qui ont eu lieu. Sur cette deuxième semaine, on s'est dit que ça serait intéressant d'aller chercher autour des enjeux, en particulier la question éthique, la question de l'inclusion liée à l'intelligence artificielle, sachant que depuis le rapport Villani de mars 2018 et les recommandations de la Commission européenne, c'est vrai que l'Europe et la France en particulier sont des acteurs très moteurs pour une intelligence artificielle qui soit inclusive et éthique et responsable. Alors aujourd'hui, pour participer à ce webinaire qui va durer une petite heure, j'ai la chance d'avoir avec moi Delphine Couponneau. Bonjour Delphine. Bonjour. Donc Delphine est directrice de la diversité et de l'inclusion pour le groupe Orange. J'ai également avec moi Moustapha Zouena. Bonjour Moustapha. Bonjour. Sociologue au sein de SENS, qui est le laboratoire de sociologie du groupe Orange. Et bonjour Dominique Cardon, directeur scientifique ou directeur, je sais jamais, du Media Lab de Sciences Po. Alors juste pour une petite précision avant de lancer cette séquence, vous avez, vous qui participez, je ne vous vois pas. C'est un peu différent pour moi par rapport à d'habitude, mais vous avez sur à droite une fenêtre de chat et de questions. Donc n'hésitez pas à nous poser les questions ou faire les remarques qui vous semblent essentielles par rapport aux propos que vont tenir les intervenants, de manière à ce qu'en deuxième partie de session, on puisse les reprendre et questionner Dominique, Moustapha ou Delphine sur les sujets qui vous apparaissent comme essentiels par rapport à la thématique du jour. Donc la thématique du jour, c'est effectivement cette question de l'éthique qui est maintenant, on a l'impression que le mot éthique ou le mot inclusion sont des mots accolés au terme intelligence artificielle. À chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle d'éthique. C'est un des grands éléments de réflexion que même les grands groupes, et on le verra tout à l'heure avec Delphine, se posent pour développer des formats d'intelligence artificielle qui soient le plus inclusifs et le plus ouverts possible. Dans un premier temps, il nous a semblé que c'était peut-être important de recadrer un peu le débat pour le redéfinir parce que la question éthique est très large et peut-être que je vais laisser la parole à Dominique pour qu'il nous cadre un peu le débat autour des grands enjeux éthiques autour des différentes formes d'intelligence artificielle. Dominique, à toi. Merci Thierry, bonjour à toutes et tous. Bon, c'est évidemment un exercice un tout petit peu délicat comme ça d'essayer de cadrer un propos sur l'éthique. Parce qu'à vrai dire, pour un chercheur en sociologie, la question, enfin, on a deux problèmes en fait. On a intelligence artificielle est un mot un tout petit peu trop large et investi de significations un petit peu multiples. Et puis le terme éthique est évidemment très honorable, très important, mais en même temps, il recouvre des réalités différentes. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer un tout petit peu de décomposer différents types de questions, et de dire quelles sont les questions éthiques, qui se posent à propos de l'intelligence artificielle. Mais alors, du coup, avant, il faut que je fasse une petite mise au point technico-historique sur l'intelligence artificielle, parce qu'on est très ennuyé en réalité avec ce terme. C'est un très très vieux concept qui est apparu en 1956 et qui en réalité a une histoire plus longue, et que du coup l'histoire de l'intelligence artificielle et son retour très surprenant dans une troisième vague aujourd'hui oblige à une toute petite clarification. Alors je voudrais la faire très très simplement de l'histoire de l'IA, et évidemment c'est un peu naïf la manière dont je vais le dire comme ça. C'est qu'en réalité, il y a deux courants. Les gens qui ont promu l'intelligence artificielle, et notamment John McCarthy et Marvin Minsky en 1956, avaient une idée de la machine intelligente. Et quand ils avaient une idée de la machine intelligente, c'est une machine qui raisonne, c'est une machine qui réfléchit, c'est une machine qui fait de la logique.
c'est une sorte de chose qui va beaucoup inspirer la science-fiction. Marvin Minsky était le conseiller scientifique de Stanley Kubrick sur l'univers du lycée d'espace, avec l'idée de la machine intelligente qui raisonne et qui pense comme des humains. En réalité, ce projet, en 2 vagues successives, n'a jamais vraiment bien marché. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils connaissent des progrès considérables. On l'appelle intelligence artificielle symbolique. Alors du coup, je fais cette précision pour indiquer qu'il y avait un autre projet concurrent contre lequel, en 1956, s'est fondée l'intelligence artificielle et qui datait, lui, de la cybernétique, de bien avant, qui était l'idée de faire des réseaux de neurones avec des calculs distribués à très basse échelle, des méthodes, on pourrait dire statistiques, même si elles dépassent complètement statistiques, pour faire des calculs extrêmement fins pour apprendre des modèles statistiques. Et ce modèle, qui a été écarté en réalité dans l'histoire de l'intelligence artificielle, qu'on appelle connexionniste, est celui qui, depuis les années 2000, après avoir été longtemps décrié, méprisé, considérant qu'il n'allait pas vraiment fonctionner, est celui qui est en train de faire des prouesses considérables dans un certain nombre de tâches relativement limitées mais extrêmement importantes, de perception d'immenses bases de données sur lesquelles il est possible de développer des modèles d'apprentissage pour le son, la voix, l'image. On connaît ces grandes affaires. Alors pourquoi j'ai raconté rapidement cette petite histoire? Parce qu'on voit bien qu'il y a 2 branches. Il y en a une qui est symbolique, intelligente, logique, qui prétend raisonner. Et puis il y en a une autre qui est une sorte de calcul de très très bas niveau, à bas bruit, oscillant, extrêmement instable mais extrêmement performant, qui consomme un nombre très important de données pour arriver à faire de bonnes prédictions. Et c'est la technique de machine learning qu'on appelle les réseaux de neurones. Alors, cette machine, elle n'est pas du tout intelligente, ceux qui la font, il est même assez fait. Bon, en réalité, elle produit de très bons résultats parce qu'elle apprend bien à partir de résultats qu'on lui a demandé d'apprendre. Elle arrive de temps en temps à se fixer des petits objectifs dans des apprentissages semi-supervisés, mais en réalité, on ne peut pas. C'est une définition de l'intelligence et du raisonnement qui est extrêmement différent. C'est pas un raisonnement symbolique, c'est un raisonnement perceptif, c'est un raisonnement à partir des données, et c'est une autre forme, on pourrait dire, de définition de l'intelligence qui est en jeu dans les grandes prouesses qui sont faites aujourd'hui par le machine learning et notamment par les réseaux de neurones. Alors, cette simplification, elle est importante parce qu'elle permet du coup de mieux cadrer quels sont les problèmes ou les points d'appui qu'on appellera éthiques dans les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui et notamment de les réussites qui sont faites à travers ces techniques de machine learning en réseau de neurones. Alors, je voudrais en souligner 4, et c'est un peu 4 comme ça pour lancer le débat, mais il me semble que cette clarification, cette distinction des enjeux est importante parce que sinon, on fait un débat éthique beaucoup trop général. On fait une sorte de philosophie abstraite, conséquentialiste ou néo-kantienne pour essayer de donner des règles à la manière de Asimov avec ses règles de robots. Mais c'est tellement abstrait, c'est tellement général qu'en réalité, ça n'a pas de grandes conséquences pratiques. Alors moi, il me semble nécessaire, en réalité, de distinguer les débats pour arriver à accrocher précisément sur le travail des concepteurs, des ingénieurs, et sur les enjeux de régulation, de surveillance auxquels on doit procéder à l'égard de ces enjeux. Alors, mes 4 débats, c'est automatisation, anonymisation et vie privée, autonomie et justice. Et je voudrais rapidement donner quelques exemples pour essayer de montrer que, en réalité, c'est des questions morales et éthiques qui sont assez différentes qui posent à chaque fois. Un des premiers enjeux, c'est celui de l'automatisation. Est-ce que le score prédit par les techniques statistiques permettant de fouiller des bases de données extrêmement volumineuses et d'affecter un résultat, une étiquette, un classement à un certain nombre de dossiers de données préalables, est-ce que ce score conduit à une décision automatique dans nos sociétés? Et là, c'est un des enjeux en fait très importants, c'est que les techniques doivent être incorporées, socialisées à l'intérieur des dispositifs organisationnels de prise de décision, dans lequel un des enjeux centraux, et on le sent très bien, c'est tout simplement de savoir si on veut mettre des humains dans la boucle ou si on veut que les décisions soient immédiatement implémentées et aient des conséquences directes sur les personnes qui ont été triées, classées, sur le lit de la voiture, sur toute une série d'aspects de cet ordre-là. Donc, il me semble qu'en fait, une partie du débat éthique
sur les algorithmes est d'abord de savoir où mettons les humains dans la boucle, quelle capacité de vérification ont-ils à l'égard des scores qui ont été produits, et est-ce qu'il y a comme ça une possibilité de contrôle qui est donnée soit à des agents du service qui produisent l'intelligence artificielle, soit à ceux qui sont calculés par l'intelligence artificielle pour se retourner vers le système et notamment vers les humains qui ont pris des décisions préalablement. Alors, on voit bien que cette question d'automatisation, elle a des conséquences importantes parce qu'il y a de grandes infrastructures techniques du type la voiture autonome dans lesquelles, précisément, elles sont faites pour que l'humain n'intervienne pas dans la boucle. Mais il y a aussi beaucoup de décisions, et on le voit algorithmique, et on le voit par exemple dans la régulation qui est faite notamment par la loi Le Maire aujourd'hui sur les algorithmes big data, dans lequel on demande explicitement que les décisions ne soient pas automatiquement implémentées et qu'il y ait toujours un humain qui prenne une décision derrière. Bon, vous savez, c'est aussi un débat sur la justice prédictive, mais je vais y revenir. Le deuxième dossier qui me semble évidemment important, c'est celui un peu qu'on voit apparaître tout le temps, dont on parle tout le temps aujourd'hui, mais il faut le souligner, c'est celui de la privacy, vie privée, données personnelles et des enjeux qui y sont associés. Si j'ai été clair dans ma petite présentation de l'histoire de l'intelligence artificielle, dans le modèle symbolique de l'intelligence artificielle, il n'y a pas besoin de données, c'est la machine qui raisonne elle-même pour produire des raisonnements, des décisions de façon autonome. Bon, mais ce truc-là ne marche pas vraiment. La réalité de l'intelligence artificielle, c'est que c'est des machines qui consomment énormément de données. Et en réalité, l'endroit où ça fonctionne bien, c'est quand on peut faire des modèles suffisamment fins, subtils pour apprendre à forte granularité de données extrêmement distribuées. Et du coup, il y a une sorte de logique implicite de ces systèmes techniques qui est d'aspirer le plus de données possible avec cette idée propre au big data, de se dire que plus on a de données, plus on affine et on rend précis les modèles, plus ils sont adaptatifs à des contextes extrêmement variés qui ne sont pas déterminés par des règles simples, mais qui sont déterminés par la qualité perceptive que l'on peut prélever sur des données extrêmement multiples. Et la conséquence de ce système, c'est que, évidemment, du coup, notre vie personnelle, nos traces, nos déplacements et toute une série d'informations les plus implicites possibles, des choses qui n'ont pas l'air d'être des données pour nous, mais simplement des petites traces anodines, deviennent des informations éventuellement, parce que ça fait l'objet de débat, éventuellement utiles pour ces algorithmes et leur capacité à bien prédire. Bon, on voit bien, il y a un enjeu éthique important, c'est de savoir où on arrête le curseur. Est-ce qu'il n'y a pas une logique implicite à toujours capitaliser et agréger de plus en plus de données dans une sorte de course folle à l'aspiration de la vie elle-même, de nos vies personnelles, mais de la vie elle-même, de mettre des capteurs partout et de se dire, de façon aussi un petit peu naïve, de se dire que si on aspire toutes les données, on aura de meilleurs calculs et que pour ça, la société et nous, individus, devrions céder ces données. Bon, on voit bien que c'est un enjeu extrêmement important. Le débat qui vient d'avoir lieu sur Stop Covid en est un exemple. Est-ce qu'au nom d'un solutionnisme technique un petit peu rapide, donc on ne sait pas toujours s'il est complètement efficace, est-ce qu'il faut céder ces données personnelles? On sent bien qu'il y a des tensions, il y a des tensions culturelles entre les différents pays, le rapport à la vie privée, et on sent bien aussi qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit retour vers une forme plus réfléchie, plus réaliste et sans doute plus consciente de se dire qu'on n'a peut-être pas besoin de donner toutes ces données à tous ces systèmes quand ils les réclament sous prétexte d'augmenter la qualité des scores prédictifs qu'ils produisent. Et puis le troisième et quatrième débat sont un des enjeux un peu majeurs pour moi, mais qui séparent des questions un peu abstraites en réalité de philosophie morale et éthique. C'est qu'il me semble nécessaire de séparer deux types de débats qui sont souvent emmêlés dans les débats sur l'éthique. L'un qui concerne l'autonomie individuelle des sujets et l'autre qui concerne la question de la justice dans la société. Et souvent, on mélange ces deux débats. Alors, je vais venir sur le premier, celui de l'autonomie des individus. Une grande partie des nouvelles techniques d'intelligence artificielle sont des techniques qui vont, en réalité, essayer de guider, conduire, recommander un certain nombre de produits, d'informations, d'orientation vers les individus. Et la question éthique qu'on se pose, c'est une question sur l'autonomie du sujet. C'est une question finalement assez individualiste dans son esprit. C'est de se demander, est-ce qu'on n'est pas en train
par des systèmes de calcul qui ont prélevé beaucoup d'informations sur le passé d'un individu, essayer de lui proposer, comme nouvelle action à mener ou à conduire, des choses qui ressemblent à la trace de ses actions passées. Et du coup, de l'enfermer dans des comportements très réguliers ou dans une bulle, parfois bulle de filtration pour les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux, comme celui de Facebook et d'Instagram, avec cette idée que finalement l'individu a perdu son autonomie parce qu'il y a un système technique qui l'oriente et qui le guide et qui lui donne des services qui jugent efficients, puisqu'une partie de ces algorithmes sont en fait supervisés ou l'objectif de ces algorithmes, le clic qui a été donné par les personnes, vont conduire à ce que des choix qu'il aurait pu faire ou des choses incertaines, improbables, imprévues, mais qui auraient pu enrichir son expérience, ne lui seront pas proposées tout simplement parce qu'elles ne sont pas dans les traces qui permettent de faire le calcul. Encore une fois, il faut des données et des traces pour produire ces résultats algorithmiques. Alors, il me semble que cette question de l'autonomie des individus, qui est évidemment une question très importante, n'est pas la même une partie du débat qui a lieu actuellement dans ce qu'on appelle le fair machine learning, dans ces communautés dans lesquelles on essaie de faire des algorithmes justes, éthiques, etc., dans lesquelles la question qui se pose est la question de la justice. Et la question de la justice, elle ne se pose pas du point de vue de l'individu, elle se pose du point de vue de la société. La plupart du temps, on a affaire à des algorithmes et des intelligences artificielles qui utilisent des techniques de machine learning qui ne sont pas toujours d'ailleurs des réseaux neuronaux, la plupart du temps, elles ne sont pas vraiment, mais dans lesquelles on a un bien rare à distribuer à une population. Un poste une entrée à l'université pour le dossier des candidats, un recrutement dans une entreprise, et toute une série de décisions qui vont être des scores de crédit, des informations dans lesquelles un certain nombre d'individus, en fonction de leurs attributs de départ, vont pouvoir bénéficier d'une opportunité alors que d'autres ne vont pas pouvoir le faire. On a donc à la fin une sorte de hiérarchie ou de classement. Et toute une série de réflexions qui sont menées aujourd'hui dans le débat public sur les algorithmes visent à dire, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il n'y a pas de la discrimination? Est-ce que la technique de calcul n'incorpore pas des biais qui font qu'un certain nombre de résultats vont être trompés, trompeurs, et qu'on aura mal distribué la ressource que l'on cherche à allouer à travers le système algorithmique? Alors, ce débat, il est très tendu, il est très dense. À la limite, d'une certaine manière, c'est celui qu'on peut en partie résoudre par des techniques algorithmiques, mais il faut y être très attentif. Alors, il y aurait plein d'exemples, et un des plus célèbres, évidemment, après à la justice. Vous savez qu'une partie des États-Unis, une grande partie du débat a lieu autour d'un fichier qui s'appelle le Compass, qui permet de décider les libérations conditionnelles des détenus en fonction de leur dossier, et en le comparant à l'ensemble des condamnations qui ont été faites par les juges américains depuis une cinquantaine d'années. Or, ces dossiers enferment des biais qui sont liés aux décisions humaines qui ont été prises par les juges pendant ces 50 années, et ces biais sont explicitement, très clairement, et c'est bien apparu, racistes. Donc, si on utilise cette technique qui mesure collectivement les résultats d'un ensemble de personnes pour l'appliquer à des nouveaux condamnés, il est probable qu'on produise des biais racistes à l'encontre des personnes. Donc, l'enjeu là est assez différent, c'est plus celui d'un audit des algorithmes dans lequel on vérifie les bases de données de départ et dans lequel on vérifie l'objectif qui est l'algorithme, qu'il n'a pas de comportement qui soit systématiquement discriminant ou biaisé. Donc voilà, j'ai essayé très rapidement de passer sur ces 4 enjeux. Il y en aurait évidemment beaucoup d'autres, mais je voudrais conclure en soulignant que ça engage quand même une réflexion assez profonde, assez constante avec la société. C'est peut-être ce que je voudrais dire en conclusion pour les sociologues, c'est qu'il ne faut jamais considérer qu'un système technique est une boîte fermée qui est indépendante de la société dans laquelle elle s'installe. Elle a besoin d'être socialisée, elle a besoin qu'on l'observe, on a besoin qu'on la surveille. Il y a effectivement des systèmes techniques dont on ne sait pas très bien, dont on ne maîtrise pas très bien, les utilisateurs ne maîtrisent pas très bien le fonctionnement, du pont, souvent, de la voiture, etc., et d'autres objets. Pour les calculs qui sont en train de se mettre en place avec l'intelligence artificielle, il me semble qu'une culture réflexive de nos sociétés, une vigilance active des associations, des ONG,
un audit d'experts et un audit d'experts soutenu institutionnellement par des ressources publiques et notamment par l'État pour faire face aux entreprises privées qui mettent en place ces algorithmes est aujourd'hui plus que nécessaire et c'est un peu ce qui anime une grande partie du débat international sur cette question. Merci. Mais merci Dominique. Pour rebondir, et je vais laisser la parole à Mustapha, cette question de la place de l'humain, du suivi, du fonctionnement des algorithmes, pose quand même la question un peu centrale, en particulier avec le deep learning, de ces black box, de ces boîtes noires qui sont constitutives de l'intelligence artificielle. Donc, j'aurais aimé vous entendre, Mustapha, sur la question justement de l'explicabilité, de la transparence, qui sont un des éléments contigus à ce que vient de dire Dominique, si on veut que on puisse travailler à la fois sur les biais, à la fois sur la place de l'humain dans l'intelligence artificielle. Là-dessus, on en est où? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, l'un des grands défis actuels posés par les systèmes d'intelligence artificielle est la compréhension de leur fonctionnement lorsqu'ils produisent des résultats. Par exemple, la reconnaissance d'un objet sur une image, par exemple, la reconnaissance d'une intention dans une phrase, ou par exemple une proposition de décision de justice ou une proposition de décision bancaire ou assurantielle. Alors, c'est le défi de l'explicabilité qui constitue un enjeu crucial pour le développement d'une IA, d'une intelligence artificielle responsable et inclusive. Aujourd'hui, l'explicabilité est érigée comme principe éthique par de nombreux chercheurs qui considèrent qu'elle est fondamentale pour pouvoir justement aller vers une IA responsable et, entre guillemets, acceptable par la société. Alors, précisément, ce défi se pose à deux niveaux. Le processus d'apprentissage et les données utilisées pour celui-ci. J'y reviendrai. L'explicabilité concerne notamment les techniques d'apprentissage profond ou deep learning qui ont été mentionnées par Dominique. Ce sont des techniques qui s'appuient sur des réseaux de neurones dits profonds qui sont très performants et de plus en plus largement utilisés dans de nombreux domaines comme la vision par ordinateur ou le traitement automatique du langage naturel. Par exemple, vous trouvez ces techniques dans les voitures autonomes, dans la voiture autonome de Google, par exemple. Elle est utilisée pour la vision par ordinateur, puisque une voiture doit pouvoir se repérer dans l'espace, identifier des obstacles, etc., etc. Eh bien, dans ces voitures, vous avez des systèmes d'intelligence artificielle qui reposent sur ces techniques d'apprentissage profond. Vous avez aussi de l'apprentissage profond dans des systèmes comme Siri, par exemple, comme Cortana, etc. Donc, des systèmes capables de traiter des phrases, capables de traiter des tours de parole dans une conversation, etc. Alors, très schématiquement, pour fixer un petit peu les idées, qu'est-ce que c'est qu'un système d'apprentissage profond ? Eh bien, un système d'apprentissage profond de type réseau de neurones, c'est un système en fait qui comporte beaucoup de couches de neurones. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque couche de neurones est spécialisée dans le traitement de quelque chose de particulier. Si je prends le cas d'une image, l'image d'un visage, vous allez avoir par exemple une première couche de neurones qui va traiter des aspects liés à la saturation, à la couleur, etc., aux différents types de couleurs de l'image. Et puis, vous allez avoir une deuxième couche qui va traiter des contours, etc., etc. Donc, vous avez des couches de neurones comme ça qui sont spécialisées et qui vont permettre de reconnaître le visage, si je prends cet exemple-là. Et c'est ce qui rend ces systèmes très, très performants. Alors, sachant que quand on dit un réseau de neurones, en fait, il faut comprendre que derrière, ce sont en réalité des fonctions mathématiques. Un neurone artificiel, ça n'est ni plus ni moins qu'une fonction mathématique capable de faire un calcul sur la base d'un certain nombre de paramètres. J'y reviendrai.
Alors, justement, le problème avec ces systèmes de réseaux de neurones profonds, qui sont très performants, c'est qu'ils sont difficiles à comprendre du point de vue de leur fonctionnement. Il peut être en effet particulièrement difficile, voire impossible, de rendre compte du processus qui conduit le système à produire une recommandation, par exemple, comme cela a été dit par Dominique, la reconnaissance d'un objet, un diagnostic médical, par exemple, ou encore une prévision, ou une décision, par exemple, de justice. Si vous utilisez un système de ce genre, vous n'êtes pas capable de comprendre comment le résultat a été produit très précisément. Autrement dit, les modèles d'apprentissage qui élaborent ces systèmes sont opaques. Cela a été dit par Dominique, notamment parce qu'ils manipulent, et c'est là le point important pour comprendre, une quantité énorme de paramètres qui interviennent dans l'apprentissage. Par exemple, un réseau de neurones très connu qui s'appelle AlexNet, qui est spécialisé dans la reconnaissance d'images et qui est très performant, manipule 62 millions de paramètres, ce qui est énorme. Donc, ces systèmes sont considérés comme des boîtes noires, comme cela a été dit par Dominique. Alors, il faut bien comprendre que le but de l'apprentissage dans les réseaux de neurones consiste à ajuster ces paramètres. C'est ce qu'on appelle des poids ou des coefficients, via des procédures mathématiques d'essai-erreur. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on connaît les données utilisées pour l'apprentissage. On sait quelles données on utilise pour l'apprentissage, notamment dans le cas de l'apprentissage supervisé. On connaît les procédures également mathématiques qu'on met en place, mais on ne sait pas expliquer les ajustements réalisés par le système. Alors imaginez en fait ce que fait le système, c'est qu'il ajuste ces millions de paramètres. Donc comprendre comment le système fait cet ajustement de millions de paramètres, c'est particulièrement ardu. Aujourd'hui, on ne sait pas expliquer cela et ça fait l'objet de beaucoup de recherches mathématiques pour arriver justement à comprendre mathématiquement ce qui se passe au sein d'un système de réseau de neurones qui arrive ou qui donne un résultat donné. Alors, un point important, c'est que l'explicabilité est à distinguer de la transparence. Souvent, on mélange un petit peu les deux. L'explicabilité concerne la compréhension du processus qui détermine un résultat spécifique, comme je l'ai dit. Par exemple, la reconnaissance d'un chat sur une image. Il y a eu beaucoup de travaux sur la reconnaissance de chats dans ce domaine. Donc, c'est qu'est-ce qui a conduit le système à reconnaître cet animal? C'est ça l'explicabilité, c'est expliquer un résultat. Alors que la transparence, dans le domaine, renvoie à la compréhension globale du modèle d'apprentissage, l'ensemble des paramètres manipulés, leur combinaison, etc., qui permet de prédire éventuellement les résultats du système. Donc, la transparence, elle implique une connaissance beaucoup plus profonde de son fonctionnement. Donc, c'est à distinguer de ce point de vue-là de l'explicabilité. Alors, on parle aussi parfois d'interprétabilité, ça renvoie plus ou moins à l'explicabilité. Bon, de façon générale, quand on regarde la littérature sur cette question de l'explicabilité, en particulier dans le domaine de l'apprentissage automatique, l'apprentissage machine, il n'y a pas de définition stabilisée de ce que c'est que l'explicabilité, transparence, interprétabilité. Il y a encore un peu de flou autour de ces notions. Donc, aujourd'hui, ça fait encore l'objet de beaucoup de recherches. Alors, ce problème de l'explicabilité n'est pas en réalité nouveau, comme ça a été dit d'ailleurs par Dominique à propos de l'existence de l'intelligence artificielle, ça date des années 50. En réalité, ce problème de l'explicabilité, il se pose depuis quasiment les débuts de l'IA, en particulier depuis les années 60-70 avec les systèmes experts. Les systèmes experts, c'était les premiers systèmes d'IA qui étaient, on va dire, utilisés notamment dans l'industrie, par exemple, ou dans d'autres domaines comme la médecine. Alors, c'était quoi un système expert? Eh bien, c'était un système qui simulait l'expertise humaine, par exemple celle d'un médecin. L'un des premiers systèmes experts les plus fameux qui a été développé, c'est Nissin aux États-Unis, et qui avait été notamment développé dans le domaine de la chimie pour, disons, permettre à un système, eh bien, comme un chimiste, de reconnaître des molécules, enfin, dans ce domaine-là, par exemple, d'identifier des types de molécules. Mais là, ça a été aussi utilisé dans le domaine de la médecine. Donc, l'idée, c'était en fait de développer un système capable de raisonner comme un médecin à partir d'un nombre de symptômes, de dire, ah ben voilà, en conclusion, voici la maladie qu'on peut dire existante chez tel ou tel patient sur ces symptômes.
Alors ça a été réalisé dans le cadre de l'IA symbolique, comme ça a été dit par Dominique, et pas de l'IA connexionniste. Hein. En gros, hein, ce qui était utilisé, c'était des prédicats, si vous voulez, hein, qui modélisent des connaissances et des règles de type si alors. Si par exemple tel type de symptôme, alors tel type de maladie, hein, de façon très schématique et très simplifiée. En gros, ça fonctionnait comme ça. Alors, même ces systèmes qui étaient apparemment relativement compréhensibles, en fait, étaient difficiles à comprendre du point de vue de leur raisonnement. Hein, il s'est avéré que les utilisateurs avaient besoin de comprendre les raisonnements de ces systèmes experts lorsqu'ils produisaient un résultat, par exemple. Donc, tout un tas de techniques ont été ainsi développées pour tracer le raisonnement de ces systèmes experts. Bon, c'était encore possible. Hein, il y a eu quand même des systèmes très complexes pour lesquels c'était difficile, mais c'était encore possible parce que, si vous voulez, les modèles de connaissances utilisés, la modélisation se faisait en termes de règles de type si alors, compréhensibles par quasiment n'importe quel humain. Alors évidemment, ça s'appuyait sur de la logique mathématique, mais disons de façon globale, c'était encore compréhensible. Avec les réseaux de neurones, les choses changent complètement, et surtout avec les réseaux de neurones profonds, comme je l'ai dit. Alors, par ailleurs, cette question de l'explicabilité prend aujourd'hui une dimension beaucoup plus importante, hein, notamment en raison d'une part de la complexité croissante des techniques d'apprentissage, qui ne cesse de se complexifier, comme je vous l'ai dit, hein, avec le deep learning. Alors imaginez, quand vous avez 3 couches, 4 couches de neurones, bon, ça va encore, mais quand vous commencez à en avoir des milliers et des millions, avec des millions, voire bientôt sans doute des milliards de paramètres, ça devient très compliqué. Et d'autre part, hein, l'autre question qui fait qu'aujourd'hui, l'explicabilité est importante, c'est que ces systèmes basés sur les réseaux de neurones se diffusent dans la société, comme cela a été dit par Dominique, dans les véhicules autonomes, les systèmes de reconnaissance faciale, dans les agents conversationnels. C'est utilisé dans le domaine médical, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'assurance, etc., etc. Ça prend de plus en plus de place et donc forcément, ça amène un certain nombre de questions. Alors justement, quels sont ces enjeux? Et plus globalement, pourquoi ce défi de l'explicabilité est-il si important? Alors, on peut citer au moins 5 raisons, dont l'une notamment a été évoquée par Dominique. Tout d'abord, l'utilisation des techniques d'apprentissage dans un nombre croissant de secteurs sensibles de la vie sociale, comme la santé et la justice, comme je l'ai dit, implique le besoin de pouvoir expliquer leur fonctionnement en cas de dysfonctionnement, par exemple une recommandation non pertinente. Bon, à la limite, ça va. Hein, si c'est une recommandation, on va dire, de livres, de musique, ça peut passer d'une certaine manière. On va dire que le risque n'est pas très important. Une erreur de reconnaissance faciale, alors là, il peut y avoir des répercussions ou des conséquences, on va dire, très problématiques. Alors, imaginez dans le domaine médical, s'il y a une erreur de décision, dans le domaine de la justice, comme ça a été dit, une erreur de prévision. Vous voyez, là, ça commence à être véritablement très, très problématique. Ou simplement lorsque les décisions prises sur la base de ces techniques, par exemple juridiques ou médicales, peuvent avoir donc de lourdes conséquences sur la vie des individus. Ça, c'est une première raison. Deuxièmement, comme ils sont opaques, le fonctionnement des modèles boîte noire, en fait, on appelle ces modèles d'apprentissage profond des modèles boîte noire, eh bien, leur fonctionnement est donc imprévisible du fait de leur opacité. On ne peut pas prévoir ce qu'ils vont réellement faire, puisqu'on n'est pas capable de tracer le processus. Ce qui pose la question de la prouvabilité, hein, qui renvoie à la capacité à montrer qu'un système fera bien ce qu'on attend de lui, et seulement ce qui est attendu de lui. Alors, donc, cette imprévisibilité pose ainsi la question de leur utilisation dans des domaines où leur dysfonctionnement pourrait entraîner des effets indésirables, voire catastrophiques. C'est notamment pour cette raison que ces systèmes ne sont pas déployés dans les systèmes critiques. Alors, les systèmes critiques comme par exemple le nucléaire, comme par exemple l'aéronautique, parce que les risques sont trop importants. Il y a besoin de pouvoir prouver qu'ils fonctionneront bien selon ce qu'on attend d'eux. Hein. Donc ça, c'est très important. Alors, bien entendu, cette imprévisibilité pose aussi la question de la responsabilité juridique des acteurs qui conçoivent, fabriquent et maintiennent le système basé sur l'intelligence artificielle. Vous en avez sans doute entendu parler, par exemple, autour de la voiture autonome, mais on peut multiplier les exemples. Hein. Dans le domaine médical, par exemple, s'il y a une utilisation de plus en plus massive de l'intelligence artificielle basée sur les réseaux de neurones,
eh bien, s'il y a des erreurs médicales basées sur des résultats d'IA, qui est responsable, hein? Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est le concepteur? Est-ce que c'est celui qui fait la maintenance du système, etc., etc. Et on peut multiplier comme ça les branches de responsabilité vis-à-vis de ce type de système. Et c'est intéressant de voir, hein, tous les débats qu'il y a juridiques, hein, qu'il y a aujourd'hui autour de cette question de la responsabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le néant, si vous voulez, entre guillemets, hein. Ces questions posent véritablement de nouvelles questions. Alors, quand je dis le néant, j'exagère un petit peu. C'est au sens où ça pose beaucoup de questions et qu'il n'existe pas aujourd'hui encore d'instruments juridiques tout à fait satisfaisants pour pouvoir répondre à ce type de questions, tant les situations d'application sont diverses et variées. Troisièmement, il a été montré que certains systèmes d'IA reproduisent des biais sociaux. Alors là, ça a été dit par Dominique, hein, je le rejoins complètement là-dessus, voire, comme il a dit, hein, des discriminations raciales. Par exemple, il a été observé que certains systèmes de reconnaissance faciale fonctionnent mieux pour les peaux claires que les peaux foncées. Des études ont montré qu'une bonne partie des systèmes de reconnaissance vocale qui existent aujourd'hui fonctionnent beaucoup mieux pour les voix masculines que pour les voix féminines. Un système qui a été évoqué par Dominique, Compass, utilisé aux États-Unis pour le calcul du risque de récidive criminelle, a imputé à tort justement plus souvent ce risque de récidive aux prévenus noirs qu'à leur alter ego blanc. Hein, c'est cet exemple-là cité par Dominique. Alors, ces différents problèmes sont notamment liés à l'utilisation des données d'apprentissage, pas forcément le fonctionnement, hein, qui sont elles-mêmes biaisées dès le départ. Par exemple, le corpus de données d'apprentissage utilisé par la reconnaissance vocale, les corpus généralement utilisés, contiennent beaucoup plus d'échantillons de paroles avec des voix masculines. Donc, vous comprenez naturellement les biais, on va dire, qu'il peut y avoir par la suite. La connaissance des données utilisées pour l'apprentissage est ainsi un enjeu aujourd'hui crucial, comme ça a été dit par Dominique, pour pouvoir interpréter les résultats produits par des systèmes d'IA, afin d'identifier des biais ou des discriminations potentielles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a effectivement, comme ça a été dit, un grand nombre de recherches sur une IA égalitaire, sur une IA non discriminante, une IA inclusive. Alors, évidemment, c'est un objectif qui est parfaitement louable, il faut aller vers ça, mais vous comprenez bien que ça suppose qu'on est capable de pouvoir expliquer les systèmes d'IA, hein, outre les données. Hein, on est aussi capable d'expliquer ce qui se passe au sein de la boîte noire, ce qui n'est pas tout à fait évident encore aujourd'hui. Quatrièmement, cet enjeu de l'explicabilité constitue un élément important de confiance. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un point qui est bien entendu fondamental, parce que ça serait trop long, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Des systèmes d'IA qui produisent des résultats erratiques ou erronés, hein, inexplicables, peuvent en effet conduire les individus à douter de leur efficacité et évidemment, par conséquent, à les rejeter. Enfin, un enjeu important est de permettre à toute personne, quel que soit son niveau de compétence, de pouvoir comprendre les décisions prises sur la base d'un système d'IA lorsqu'elles le concernent directement, par exemple une décision bancaire, médicale ou de justice. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le droit à l'explicabilité et qui fait l'objet de débats. Mais dans quelle mesure ce droit à l'explicabilité peut être obtenu, ça reste largement ouvert parce qu'encore une fois, ça suppose qu'on est capable de comprendre ces systèmes et ça suppose qu'on est capable de traduire la compréhension du fonctionnement de ces systèmes dans un langage compréhensible par n'importe qui. Vous voyez, hein, tout le cheminement qu'il faut pouvoir suivre pour arriver à ce droit à l'explicabilité. Merci, Mustapha. Alors, j'ai pas fini. Oui, si tu peux faire vite. Je vais faire vite. Alors, ce défi de l'explicabilité fait l'objet de nombreuses recherches qui visent à trouver les moyens mathématiques permettant d'interpréter, d'expliquer les modèles boîte noire. Alors, il y a un ensemble de techniques qui ont été développées ou sont en cours de développement. Par exemple, certains outils permettent de visualiser sous forme de carte de science les zones de l'image qui ont favorisé le résultat de la reconnaissance d'objets sur une image, par exemple. D'autres techniques consistent à générer une explication par approximation qui consiste à rapprocher nos modèles boîte noire par un modèle interprétable. Mais il existe une autre approche qui consiste à n'utiliser que des techniques dites explicables, interprétables. Alors justement, là aujourd'hui, il y a un débat, il y a une controverse au sein de la communauté de l'apprentissage machine. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui disent
En gros, étant donné tous ces risques, il faut arrêter d'utiliser des modèles de boîte noire. Il vaut mieux utiliser des modèles interprétables. Alors, toute la question, en fait, c'est est-ce que finalement, on ne risque pas d'abandonner la performance des modèles boîte noire? Certains disent que pas vraiment. On peut parfaitement avoir des modèles interprétables très performants. C'est la question, en fait, du compromis entre bénéfices et risques. Et j'ai terminé. Merci. Merci, Mustapha. Pendant ton propos, il y avait pas mal de débats qui circulaient sur le chat sur ce que tu abordais, mais aussi sur la question en particulier des biais que tu as également cité, avec la partie discriminante ou non d'une intelligence artificielle. Et par ailleurs, il y avait une question, et je vais tout de suite y répondre, une question qui était posée sur le propos de Dominique, parce que Dominique avait un son qui était un petit peu abîmé. Et donc, simplement pour récapituler ce qu'a dit Dominique, rapidement, les 4 axes qu'il a notés, c'était le premier, celui de l'automatisation, avec la question de la place de l'humain dans l'intelligence artificielle. C'était le deuxième point, la question de l'anonymisation et donc, bien sûr, de tous les enjeux en termes de vie privée. Et en troisième point, la question de l'autonomie de l'individu, en particulier si on prend l'exemple des moteurs de recommandation, quelle est la place de l'individu et son regard par rapport au suivi et le risque d'être enfermé dans des bulles, type bulles de filtre. Et le quatrième point, je parle sous le contrôle de Dominique, le quatrième point était la notion de justice, et donc en particulier celle de la logique justement de discrimination et de biais, et ça me donne tout à fait la place pour donc du coup solliciter Delphine sur la question d'une IA dite inclusive. Le groupe Orange est quand même très engagé sur ces questions-là. Alors on voit bien sur la question de l'explicabilité, des premières techniques émergent, en particulier sur le deep learning, mais ça reste quelque chose de compliqué au niveau des boîtes noires. Par contre, sur d'autres éléments, aujourd'hui, des positions sont prises et des positions qui sont assez engageantes pour le groupe. Donc, si tu pouvais nous les décrire. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à cette discussion. C'est vrai qu'Orange est un acteur français de l'intelligence artificielle. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur les algorithmes, l'IA, c'est 500 brevets déposés. On l'utilise dans la relation client, dans la finance, la supervision de nos réseaux. Bientôt, on fera de la maintenance prédictive pour éviter les incidents. Donc, c'est vraiment l'IA et la data sont vraiment au cœur de notre stratégie Engage 2025. L'intelligence artificielle, on l'a vu, c'est un formidable levier de développement, de progrès dans différents domaines, que ce soit la santé, l'environnement, l'industrie, mais ça soulève énormément de questions en matière de responsabilité et d'éthique, ça a été dit tout au long des interventions. Et on est convaincu au sein d'Orange que l'acceptation des algorithmes, l'acceptation sociale des algorithmes, de l'IA dépendra de la capacité de tous les acteurs de répondre à ces défis éthiques et d'apporter des garanties quant aux utilisateurs et la manière dont tout ça fonctionne. Donc, on participe à de nombreux collectifs et think tanks comme le Digital Society Forum, Reconnaissance numérique, l'Institut Montaigne et Impact IA. On a aussi nombreux chercheurs chez nous qui travaillent auprès de la Commission européenne pour essayer justement d'avoir des préconisations en matière de contrôle de la vie privée, la transparence, la non-discrimination. Donc, tous ces sujets sont pour nous fondamentaux si on veut créer de la confiance auprès des utilisateurs. Et ça fait vraiment écho à notre raison d'être qu'on a adopté récemment lors de l'AG. Alors, c'est vrai qu'on s'est engagé puisque nous avons lancé donc le 21 avril dernier avec Arborus, et sous le haut patronage du secrétariat d'État en charge du numérique, la première charte internationale pour une IA inclusive. Alors, comment est venue l'idée? Bon, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est assez documenté. Sur le risque de discrimination que pourraient engendrer les algorithmes si ils reproduisaient les biais. Ce qu'il faut rappeler, c'est que chez Orange, ça fait des années maintenant qu'on a une politique assez volontariste en termes de diversité et d'inclusion. Notre objectif, c'est vraiment de lutter contre toute forme de discrimination.
Et donc, il nous semblait essentiel que ces nouvelles technologies, bien qu'elles ne soient pas vraiment nouvelles, mais ces nouvelles technologies répondent aussi à ces exigences. On travaille avec Arborus depuis plusieurs années dans le déploiement du label sur l'égalité pro. Et donc, il était important pour nous de prendre en compte ces nouvelles technologies et d'assurer cette non-discrimination. Alors, qu'est-ce qu'on entend par IA inclusive? On l'a vu, hein, les algorithmes sont à l'image de notre société. Hein, elles comportent des biais, des stéréotypes qui existent dans la société. C'est le résultat de l'intervention humaine, hein, à la fois au moment de la conception, au moment de la collecte des données et puis au moment de l'écriture du code. Et donc, il faut, selon nous, être particulièrement vigilant si on veut identifier et maîtriser ces biais pour éviter de reproduire ces inégalités. Et comme le disait Dominique, c'est un vrai enjeu de justice sociale et d'équité. Donc, on a lancé cette charte. L'idée, c'est effectivement qu'un maximum d'entreprises, tant en France qu'à l'international, s'engagent. C'est une première brique. Hein. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser l'ensemble des acteurs. Et pour nous, parmi les engagements, c'est d'une part promouvoir la place des femmes dans les métiers de la data et de l'IA, parce qu'on est persuadé que la mixité des talents des deux sexes, c'est le seul moyen d'avoir plus d'objectivité dans la façon dont on programmera. On sait que depuis les années 80, la femme dans les domaines de l'IT n'a cessé de diminuer. Hein. Elles sont très peu présentes dans les mathématiques, l'informatique. On n'a que 12% de femmes dans la recherche sur l'IA. Donc, c'est très important d'inciter les jeunes filles à rejoindre ces filières d'avenir. Mais je dirais qu'au-delà du genre, c'est la diversité des profils qui nous semble important. Aujourd'hui, si on veut travailler effectivement sur une plus grande représentativité de la société, il faut aussi que les gens qui programment soient représentatifs de cette société. Le deuxième élément qui nous semble vraiment important, et ça a aussi été évoqué, il faut sensibiliser, former l'ensemble des acteurs. Alors bien sûr, les développeurs, les ingénieurs, sur les risques, hein, et leur apprendre peut-être à coder de manière, avec un regard beaucoup plus universel. Donc c'est former à l'égalité pro, former aux stéréotypes, aux biais décisionnels, à la non-discrimination. Mais c'est aussi, et pour nous c'est fondamental, c'est aussi former les prescripteurs et les utilisateurs. Alors sans en faire des experts de la data et de l'IA, hein, il faut que chacun puisse comprendre les mécanismes, les processus d'automatisation et de prédiction pour être vigilant. Alors moi je sais qu'en tant qu'ancienne RH, quand j'ai découvert il y a quelques années l'usage du matching sur le recrutement, j'étais assez fascinée. Je me suis dit, quel gain de temps dans le tri des CV. Bon, mais effectivement, si on donne, si les données qui alimentent l'IA ne sont qu'uniquement des données du passé, bah, le risque, c'est effectivement de reproduire les mêmes schémas, de cloner les profils et donc de reproduire des discriminations. Et je dirais même au-delà de ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est la diversité des profils qui fait la richesse d'une entreprise et qui est source d'innovation. Donc pour nous, c'est quand même très important de former et d'être vigilant sur les datas, et ça a été évoqué, hein, qui alimentent les algorithmes. Donc, nécessité de veiller à la qualité des datas et puis mettre en place des processus, je dirais, d'amélioration continue qui permettent d'évaluer, de réagir en temps réel dès que, effectivement, un résultat semble étonnant ou résulter de données biaisées ou stéréotypées. Donc, la place de l'humain aussi dans tout le processus me semble très important. Donc voilà, l'objectif de cette charte, c'était vraiment de créer un cadre de confiance. C'est une première étape. Hein, voilà, on n'a pas vocation à régler tous les problèmes, mais l'idée, c'est vraiment que les entreprises s'engagent sur ces valeurs-là de formation, de diversité des profils, d'attention à la data qui alimente l'IA. Et voilà, on espère qu'un maximum d'entreprises rejoindront le mouvement parce qu'on pense que c'est réellement important pour créer des technologies de confiance et au service de l'humanité. Merci Delphine. J'ai
quelques questions qui ont été posées pendant les interventions de vous trois. La première que je voudrais poser, c'est quelqu'un nous signale: le consentement de l'homme ne serait-il pas un mythe? Et associé à ça, les biais de l'IA sont le reflet de notre société. Une IA sans biais, c'est illusoire, point d'interrogation. Je ne sais pas qui prendrait cette question. Peut-être Dominique? Alors, je ne sais pas, ça marche, ça, oui. Oui, c'est une illusion complète d'imaginer qu'on puisse faire une IA sans biais. Je pense que c'est d'ailleurs une partie des débats compliqués qu'on peut avoir sur beaucoup de ces techniques algorithmiques, c'est d'imaginer qu'elles puissent être neutres. Elles ne seront pas neutres, il n'y a pas de neutralité dans cet esprit. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment en débattre, parce que précisément, il faut qu'il y ait un arbitrage social sur les orientations qu'on veut donner à une IA. Mais moi, je suis toujours surpris par ce débat sur la neutralité des algorithmes, de leur demander de faire ce précisément pourquoi ils n'ont pas été construits. On choisit un algorithme parce qu'on veut sélectionner les meilleurs profils dans un recrutement, parce qu'on veut que Google mette sur la première page les résultats qui sont les plus pertinents par rapport aux mots-clés qu'on a mis en place, etc. Donc, on leur donne des objectifs. Et il faut débattre de ces objectifs, je crois, peut-être pour rassembler une partie des enjeux qui ont été mentionnés sur la question de l'explicabilité, c'est que il est complètement vain d'essayer d'expliquer les réseaux de neurones aujourd'hui parce qu'ils ont des dimensions multiples. Leur richesse, c'est qu'ils ont des dimensions multiples et que nous ne savons plus comprendre la multidimensionnalité, qui en plus est non linéaire, la fonction d'un réseau de neurones, donc ça peut changer. Donc on ne peut pas les comprendre. Du coup, ce qui est au cœur de l'affaire, c'est de bien regarder les données qui nourrissent et puis surtout l'objectif qu'on donne. Et ça, on oublie de le dire, mais la plupart des modèles aujourd'hui qui marchent, c'est un des enjeux de recherche importants, c'est modifier ça, mais c'est qu'on a donné des objectifs pour faire le modèle d'apprentissage. Ça c'est des humains qui l'ont donné, c'est pas la machine qui le détermine, il n'y a pas de non supervisé, enfin, pas de non supervisé, mais ce n'est pas utilisé dans ce sens-là. Donc, quand on définit les critères sur le modèle d'apprentissage pour le recrutement dans une entreprise, il faut être très attentif au fait que le critère qu'on choisit, parce que souvent c'est un critère unique, c'est assez simple, c'est assez bête en réalité, tous ces systèmes, c'est pas un critère qui enferme, qui incorpore toute une série de variables cachées, de proxys, qui vont avoir des effets de sélection discriminants, sexistes, etc., etc. Mais moi, je pense plutôt qu'il faut ouvrir le débat sur la nature de l'objectif qu'on a choisi pour reconnaître qu'il peut avoir des conséquences sur certaines dimensions qu'on juge indésirables, plutôt qu'on puisse imaginer qu'il puisse être neutre, parce que cette neutralité est assez improbable. Dominique, merci. Une question pour Delphine. Quelqu'un nous demande: quel avantage pour Orange de travailler sur une IA éthique? Je pense que c'est essentiel. Alors, je ne sais pas si on me voit, je ne crois pas. Hein. Non, on ne te voit pas. Bon, c'est pas grave. Non, je pense que c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, si on veut qu'il y ait une acceptabilité sociale, si on veut rassurer le grand public, il faut travailler sur ces sujets-là. Il faut travailler sur ces sujets-là de manière collégiale, puisque ce sont des sujets compliqués. On nous pose souvent la question de faut-il légiférer sur toutes ces choses-là. Je ne suis pas forcément sûre qu'il faille des lois. On a déjà des lois sur la protection des données personnelles qui sont déjà très efficaces. En tout cas, travailler sous la forme de label, je pense que ça peut être intéressant. C'est une manière non coercitive, je dirais, d'inciter les entreprises à travailler sur le sujet. Et je pense que les entreprises aujourd'hui sont bien conscientes que si elles n'arrivent pas à donner une dimension éthique, transparence, explicable de voilà, ces boîtes noires, les clients, le grand public sera de plus en plus vigilant ou en retrait par rapport à ces nouvelles technologies. On le voit effectivement là dans le débat avec Stop Covid, il y a quand même énormément de questions qui se posent. Donc, je pense que l'enjeu de l'éthique, la transparence et la justice sociale sont des éléments indispensables si on veut pouvoir continuer à déployer ces nouvelles technologies.
Alors, on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions parce que je vois que le temps file, donc on essaiera d'y répondre post-événement et on se fera force de regarder vraiment toutes les questions qui ont été posées et les remarques qui étaient dans le fil de chat. Peut-être une dernière question à Mustapha. Si décisions doivent être validées par l'homme, quel avenir pour la voiture autonome? Quel avenir pour la voiture autonome? Question piège. Oui, c'est une question piège. Alors aujourd'hui, concernant la voiture autonome, il faut savoir que il y a différents niveaux d'automatisation qui sont distingués en réalité. Il y en a en gros 5, hein, je dis ça de mémoire, je ne me souviens plus. Le niveau 5, je crois, de mémoire, encore une fois, c'est le niveau qui renvoie à des voitures qui pourraient circuler complètement seules. Bon. En réalité, c'est pas vraiment le scénario qui est aujourd'hui, on va dire, favorisé. On estime qu'il faut quand même avoir un humain quelque part. Et toute la question, elle est là, en fait. Hein. C'est dans quelle mesure on peut laisser fonctionner comme ça des systèmes de façon complètement autonome. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que si on utilise les systèmes dont on a parlé, qui sont imprévisibles, etc., ça pose beaucoup de questions. Hein. Ça pose des questions de risque, d'imprévisibilité, etc. Donc, pour l'instant, je dirais que on est plutôt sur des systèmes qui, d'une façon ou d'une autre, seraient encore contrôlés par l'humain. Alors, dans différentes configurations. Donc, bon, le sujet, en fait, derrière, hein, c'est celui de l'autonomie, hein, qui a été également abordé par Dominique, mais cette fois-ci de façon générale. Est-ce qu'en gros, on veut vivre dans une société où il y aurait des machines qui prendraient des décisions, qui fonctionneraient seules, etc., etc. Et ça, c'est un vrai débat hein, qui se pose. Donc, avec en gros deux camps, un camp qui est, je schématise beaucoup, qui n'est pas contre, et puis un camp qui insiste sur l'importance de garder l'humain dans la boucle de contrôle des systèmes. Voilà ce que je peux dire sur la question. Merci. J'ai quand même un dernier point qui est plutôt un point de remarque qui a été fait lors du webinaire. Quelqu'un nous dit que finalement les points de vue qui ont été présentés étaient très occidentaux, voire européens, et que c'était un combat perdu. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à répondre à cela, peut-être Dominique? Un combat perdu. C'est-à-dire, en fait, mais là j'ai lu les questions et les remarques très intéressantes. Je ne sais pas où est le combat perdu. Moi, mais c'est vrai que c'est un peu traditionnel de dire ça. Il faut réinscrire l'IA dans la grande histoire de l'industrialisation et de l'automatisation de nos sociétés. Donc, il y a quelque chose d'un peu nouveau dans ces systèmes, mais en réalité, il faut que nos sociétés apprivoisent ces nouvelles techniques et qu'elles arrivent à les faire à leurs mains. Dire que l'affaire est un peu perdue est compliqué. C'est-à-dire, il y a plein de débats qui ont été posés là dans le chat qui sont assez pertinents sur ce rapport-là. Moi, je pense qu'on ne peut pas tout comprendre des systèmes techniques qui nous entourent. Hein, et donc, la visée d'une compréhension totale est fausse. Et quelqu'un a très bien dit et très justement dans le chat que les humains et les experts qui prennent les décisions, ils sont incapables d'expliquer une partie de leurs décisions parce que c'est des sortes d'apprentissage perceptif extrêmement adroit qui savent faire mettre en œuvre, mais du coup, trouver une explication qui soit partageable, etc. avec d'autres n'est pas toujours facile. Donc, il y a quelque chose sans doute de peu compréhensible et de peu interprétable dans le principe même de ces systèmes. Et là, effectivement, je pense que la cause est un peu perdue dans cette affaire-là. Même s'il faudrait le dire aussi, je le dis parce que ça a été souligné aussi par quelqu'un dans le chat, c'est vrai que sur les réseaux de neurones, il y a des travaux absolument fascinants qui sont faits aujourd'hui. Moi, je pense à ceux de Chris Olah, par exemple, pour essayer de donner, non pas une explication, mais une vision sur la manière dont les neurones distribuent les calculs à l'intérieur du cerveau. C'est absolument fascinant. Donc, on y voit quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on comprend ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est pas parce que la cause est perdue sur une explication complète du système
que ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on ait une transparence sur son fonctionnement, sur ses objectifs et des capacités d'accountability. C'est-à-dire, si on ne donne pas à l'utilisateur la possibilité de réclamer des comptes pour expliquer pourquoi il a été calculé de cette manière-là, on ne va pas lui donner une réponse précise, mais on va pouvoir, parce qu'on peut faire de la rétro-ingénierie de réseaux de neurones, enfin, faire tourner un modèle déterministe à côté d'un modèle non linéaire des réseaux de neurones pour essayer de voir quelles ont été les priorités qui ont été données dans le calcul, pour qu'il y ait une possibilité de discussion publique et critique à l'égard des décisions qui ont été prises. Parce que, sinon, on va aller devant beaucoup de problèmes, et dont des problèmes d'acceptabilité, parce qu'il faut aussi souligner le fait qu'actuellement, quand même, il y a une sensibilité extrêmement inquiète, assez négative à l'égard du déploiement de certaines de ces technologies et des craintes qui lui sont associées de façon forte parmi les publics. Merci Dominique. On va finir ce webinaire sur ces derniers propos. Un point qu'on n'a pas abordé, c'est effectivement la question du citoyen éclairé face à ces problématiques d'intelligence artificielle. Et là-dessus, je voulais simplement dire que j'ai testé moi-même. Des outils sont en place, des outils de e-learning qui permettent de bien s'approprier la question de l'intelligence artificielle, en tout cas de se sensibiliser à elle. Et je donnerai un exemple, c'est celui d'Objectif IA qui a été monté avec plusieurs entités et l'Institut Montaigne, qui est un bon moyen d'entrer sur les problématiques de l'IA. Et c'est le début de cette culture commune. Qui dit culture commune dit esprit critique aussi associé et capacité à regarder un petit peu plus ce qui nous arrive. On prenait l'exemple des recommandations, par exemple, savoir ce qui se passe. C'est quelque chose d'important pour peut-être éviter aussi en tant que citoyen ces effets de bulle et ces effets de filtre. Je vous remercie, je remercie tous les participants, c'était une première pour nous. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve bientôt. Moustapha, je te retrouve dans quelques minutes sur un deuxième webinaire qui va être plus sur les questions spécifiques de champ de l'IA, en particulier sur la reconnaissance faciale et les agents conversationnels. Bonne journée à toutes et tous et merci Dominique. Merci et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. À bientôt.